Monsieur le Président, je suis né le jour de Noël et feu mon père avait coutume de dire que c'était parce qu'il manquait un âne dans la crèche. Grâce à vous, maintenant, je peux aussi remplacer le sapin. Je vous suis doublement reconnaissant. D'abord de m'avoir élevé à cette distinction en mai dernier, et ensuite d'avoir accepté de me la remettre. C'est Michel Rocard qui m'avait passé autour du cou la cravate de la Légion d'honneur il y a 5 ans, après un ancien Premier ministre, un ancien président de la République, pour la prochaine élévation, car comment n'y aurait-il pas de prochaine? Pour la prochaine élévation, je ne vois guère que le pape émérite. Les contacts sont pris. Mais je sais en effet que si, comme me disait un ami en entrant tout à l'heure, non, il est venu beaucoup de monde et du beau, je ne dois pas me faire d'illusions. S'ils sont venus, s'ils sont tous là, pour répondre à votre vœu, s'ils sont venus, s'ils sont tous là, non. Les vacances scolaires me privent de la présence de beaucoup de mes amis de gauche qui sont partis dans leur datcha vérifier que leur jardinier a suivi leurs consignes. Il en reste quand même. Des jardiniers, donc, si beaucoup d'entre vous êtes venus, et je sais que ça va être agréable, je sais bien que c'est pour vous. Il faut dire que ces derniers temps, vous avez piqué la curiosité générale, ici par une petite phrase, là par un reportage, ou encore par une visite choisie, non sans arrière-pensée sur ça ou ces significations. On vous presse de dresser le bilan de votre quinquennat et surtout de dévoiler vos projets d'avenir. Vous emménagez le moment avec une mine gourmande et vos mouvements mesurés me font penser tantôt à la clarinette qui personnifie le chat dans Pierre et le Loup, pam 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 pam, tantôt au basson qui personnifie le grand-père, pom 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 pom. Quoi qu'il en soit, permettez-moi de vous aider dans la recherche de l'expression de votre bilan et de vos projets. D'abord pour le bilan, avec une citation de cet Auvergnat majuscule qui nous est cher à l'un et à l'autre, et à bien des gens dans cette salle, cet Auvergnat majuscule que fut Alexandre Vialat. Alexandre Vialat disait « Les événements ne sont rien. Ce qui compte, c'est leur légende, la façon dont on les raconte, nous en sommes à l'époque lyrique. Tout dépendra des gouvernements, de l'intérêt qu'auront les plus forts à minimiser l'aventure ou à en faire dater la naissance de leur règne. » Voilà un viatique. Pour les projets, il me semble amical, non pas de vous mettre en garde, mais de vous proposer une forme de sagesse à travers un proverbe Shadok, qui dit « Avec un escalier prévu pour la montée, on réussit souvent à monter plus bas qu'on ne serait descendu avec un escalier prévu pour la descente. » Plus sérieusement, parce que, évidemment, les dépouilles du sociologue dont vous avez parlé tout à l'heure ne sont pas complètement évacuées. Et alors, j'avais pensé à Jean Baudrillard, parce qu'il a dit quelque chose que j'ai trouvé important, enfin plusieurs choses, mais celle-là, à propos de la politique, il disait « La séduction représente la maîtrise de l'univers symbolique, alors que la politique ne représente que la maîtrise de l'univers réel. » Et est-ce que ce ne serait pas dans l'acceptation de ce « que réside précisément la grandeur, la servitude et la réalité de la postulation à une fonction élective. Comme je vois que ceux qui ont été ou qui seront élus commencent à boire du petit lait, je vais immédiatement dégainer Arthur Koestler qui soutenait, je cite, que le désir de faire de la politique est habituellement le signe d'une sorte de désordre de la personnalité, et ce sont précisément ceux qui ambitionnent le plus ardemment le pouvoir qui devraient en être tenus le plus soigneusement à l'écart. Monsieur le Président, lorsque j'ai fait votre connaissance à l'hiver de 2010 en Corrèze, j'ai passé quelques journées et même quelques nuits avec vous qui distribuiez à l'époque des tablettes dans les collèges de votre département. J'y ai constaté, mesuré, apprécié votre goût pour le terrain et pour le territoire et la gourmandise avec laquelle vous en parliez dans ses moindres recoins et aussi dans les replis de son histoire. J'avais accompagné en Corrèze en novembre 1994 Jacques Chirac.
À l'époque, les sondages l'avaient installé en dessous du niveau de la mer et absolument aucun journaliste ne voulait l'accompagner nulle part. Et je me souviens que Jacques Toubeau, rencontré par hasard rue de Valois, m'avait dit « Tu veux pas y aller, il n'y a plus personne qui y va. » Moi, la curiosité m'ayant comme d'habitude emporté, j'y suis évidemment allé très volontiers. Et c'était à Gimel-les-Cascades, dont l'église avait été pillée et à laquelle on rendait les magnifiques objets de culte qui lui avaient été volés. Et en descendant une rue pentue, apercevant une vieille Corrézienne qui le regardait en frisant sa moustache, mais avec beaucoup de gourmandise, Chirac s'excusa, se pencha vers moi et ficha le camp. Il pourlécha le museau de la dame, puis il revint, se repencha vers moi et me dit « Alors la mémère, je ne sais absolument pas qui c'est. Pas de ça avec vous. Vous avez une exceptionnelle faculté de mémorisation des visages, des noms et des situations, et votre successeur à la mairie de Tulle m'a raconté que vous n'aviez été pris, dans toutes ces années que vous avez passées en Corrèze, vous n'aviez été pris en défaut qu'une seule fois, c'était à Lascaux, en Basse-Corrèze. Alors que vous saluiez une électrice, hein, comment ça va Henriette ? Et Henriette, évidemment, afficha une mine heureuse et glorieuse d'être connue et reconnue, et c'est alors que vous ajoutâtes « et Lucien ». Et là, Henriette se décompose et vous dit « Mais pourquoi vous me demandez ça? Vous savez bien qu'il est mort. » Et vous, du tac au tac, « Ben oui, c'est ça, j'arrive pas à m'y faire. » Et de lui claquer la bise. Vous voyez, en vous ayant vu, en vous ayant lu, en vous ayant observé aussi de loin, je n'arrive, moi, pas à me faire à l'idée que vous puissiez quitter la politique tant que je vous vois et je vous ai vu l'aimer. Au demeurant, je m'étonne qu'il n'y ait pas eu davantage de commentateurs pendant votre quinquennat et maintenant pour se souvenir de votre mot d'ordre pendant une campagne pour les élections départementales en Corrèze. Constance et circonstance. Je ne sais pas pourquoi il y a qu'auprès de moi que ce mot d'ordre a un effet considérable. Je trouve à résumer toute la science politique, là je vois des visages absolument fermés et à la limite de la débilité. Monsieur le Président, vous venez de faire de moi un grand officier. Henri Calais, l'un des plus fins, des plus mélancoliques, des plus originaux écrivains de Paris, disait « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes ». Je le paraphraserai en disant « Ne me secouez pas, je suis plein de chansons ». Et je ne peux pas observer les insignes de ma nouvelle distinction sans évoquer ces vers de Gustave Nadaud. « Mais quelle erreur serait la vôtre de penser s'il est décoré, c'est qu'il marche plus droit qu'un autre. Je ne fais que boiter des deux pieds. » L'an dernier, un de mes étudiants de l'école des mines, de l'école et du corps des mines, j'adore dire un de mes étudiants de l'école et du corps des mines. J'y ai enseigné pendant une année. Ça a été beaucoup plus une promenade cordiale à travers Paris pour essayer d'en comprendre l'histoire et les problèmes qu'un enseignement, mais il faut que vous compreniez que ce que peut représenter pour quelqu'un qui a failli redoubler à cause d'un 2 en maths au bac, d'enseigner à des garçons et des filles qui sont tous sortis dans la botte de Polytechnique. Je ne connais pas de revanche plus éclatante. Donc l'an dernier, avec les étudiants de l'école et du corps des mines, nous avions tous rendez-vous dans un sympathique bistrot parisien et j'ai remarqué que l'un d'entre eux, qui est ici ce soir, regardait la boutonnière et la rosette sur canapé de la Légion d'honneur avec un étonnement légèrement désapprobateur. « Félix, lui dis-je, ça vous paraît trop pour un saltimbanque. » Félix, qui est la délicatesse même, essaya de nier avec une grande maladresse, et je lui dis « Je vais vous expliquer pourquoi je suis décoré. C'est assez simple. Quand il est question d'un poste ou d'une responsabilité dans l'audiovisuel, souvent, quelqu'un prononce mon nom. Mon nom est envisagé avec bienveillance, et cela jusqu'au moment où l'un des présents fait observer que si j'ai des qualités et peut-être même des qualifications, je n'en reste pas moins un homme qui, comme disait Montaigne, ne prétend, je cite, à aucune autre gloire que d'avoir vécu ma vie tranquille,
tranquille non selon Méthodorus ou Arcésilas ou Aristippus, mais selon moi. C'est vrai qu'il est imprévisible, dit alors Méthodorus. Il faut reconnaître qu'on a du mal à l'atteler, soupire à son tour Arcésilas. Disons-le, ajoute Aristippus, il n'en fait jamais qu'à sa tête. Le tour de table finit sans plus se préoccuper de moi, mais comme il en est ressorti une tonalité plutôt sympathique un jour, ça se traduit par une décoration. Ou par un licenciement. Mes amis de l'esprit public et moi, nous en sommes relevés, et bien imprudents furent ceux qui pensèrent vendre notre peau de caste avant de l'avoir tuée. Il n'en est pas moins vrai que c'est une chose étrange que ce besoin d'être distingué à la face des autres, quasi non sit honestum, quod nobilitatum non sit, comme si nos actions ne restaient pas vertueuses lorsqu'elles restent obscures. Mais peut-être la lumière sert-elle à éblouir le public et à lui comme à nous faire oublier notre part d'ombre et de comédie, celle qu'Hamlet résume si vivement lorsqu'il déclare « Si nous sommes jugés selon nos mérites, nous recevrons tous le fouet ». Montaigne, encore Montaigne, toujours Montaigne, ajoute « Infinies belles actions se perdent sans témoignage avant qu'il n'en vienne une à profit. On n'est pas toujours sur le haut d'une brèche à la vue de son général, on est surpris entre la haie et le fossé, il faut tenter fortune, accoster à un poulailler, il faut dénicher 4 chétifs arquebusiers d'une grange, il faut seul s'écarter de la troupe et entreprendre seul, selon la nécessité qui s'offre. Et si l'on y fait bien attention, on trouvera qu'il advient que les moins éclatantes occasions sont les plus dangereuses, et qu'aux guerres, il s'est perdu davantage de gens de bien aux occasions peu importantes et à la contestation de quelques bicoques qu'en des lieux dignes et honorables. Ce que je viens de lire de Shakespeare ou de Montaigne, ce sont autant d'invitations à la modestie. Je dois dire que je n'entretiens aucun préjugé à l'égard de la modestie. Je n'irai pas jusqu'à dire, comme mon ami Bourlange, surnommé Jean-Louis le Bref, que malheureusement, au lit, sur ordre de son médecin, que j'ai eu tout à l'heure au téléphone, pas le médecin mais Jean-Louis, je n'irai pas comme Jean-Louis dire « pour la modestie, je ne crains personne ». Non. Je dirais juste que la modestie est pour moi ce que la Chine était pour un Parisien du siècle dernier, du milieu du siècle dernier. J'en ai entendu parler, assez souvent. J'en ai la curiosité. Quelquefois la tentation. Mais tout compte fait, c'est trop loin. Et on ne sait pas comment on en revient. J'ai donc, dans la perspective de cette cérémonie, cherché à comprendre comment parvenir à feindre cette vertu inaccessible. Jusqu'au moment où j'ai compris que c'était inutile. Je l'ai compris en me souvenant de ce que m'avait dit Hubert Beuve-Méry lorsque je fus le consulter après qu'on m'avait proposé de devenir journaliste. J'avais travaillé sous sa direction pour une fondation qui s'employait à faire connaître à de jeunes journalistes les pays qui composaient la communauté européenne de l'époque, les journalistes du monde entier. Il m'invita à déjeuner au Petit Riche, qui était le restaurant habituel du Monde, rue Lepelletier. Je dois dire que le Petit Riche et le Monde, ça m'a toujours paru un programme. Et je lui demandais de m'éclairer sur la notion d'objectivité. Et de sa voix sourde, presque détimbrée, il me répondit « Ah oui, l'objectivité. Oui, c'est très important, l'objectivité. Mais enfin, si vous entrez dans le métier, essayez-vous à une subjectivité désintéressée. » Il a dû le dire à plus d'un dans cette salle, et je dois dire qu'en ce qui me concerne, j'essaye encore. Mais quand ce souvenir m'est remonté à la mémoire, je me suis dit que la modestie pouvait attendre, et qu'il me suffisait pour remettre l'événement de ce soir à sa place et moi avec, de laisser la vérité me monter à la gorge. Car bien sûr, je suis fier et heureux des 36 ans pendant lesquels le service public m'a permis d'offrir à des auditeurs ce qu'ils ne savaient pas encore désirer. Mais comment empêcher que ce sentiment ne soit altéré quand je vois dans quelle main est tombée Radio France, celle de cette nouvelle bourgeoisie qui n'a qu'un seul mot d'ordre, tout pour ma gueule. Bien sûr, je suis fier et heureux de vous voir toutes et tous,
venu me témoigner votre sympathie ou votre affection et de savoir celles et ceux qui seraient bienvenus si une obligation majeure ne les en avait empêchés. Mais comment ne pas chercher les visages de celles et ceux qui ne seront jamais plus des nôtres et qui ont tant compté pour moi, Françoise Cachin, Paul-Annick Veller, Pierre et Hélène Desproges, sans qui vieillir ne pourra pas avoir les mêmes saveurs, Charles Piketty, terrassé à 30 ans par une embolie, Vincent Meyer, qui s'est donné la mort, et Jacques Meyer, qui n'a pas eu le temps de vivre. Cela s'appelle la nostalgie. C'est un sentiment qui suffit à relativiser tout. Et curieusement, c'est un sentiment qui a mauvaise presse. On confond la nostalgie, qui est le regret des gens qui ne sont plus et des événements heureux qui ne reviendront pas, avec la réaction, qui est l'idée stupide que l'on pourrait reproduire le passé. La nostalgie nous fonde comme êtres humains. Ne pas en éprouver serait le fait de monstres. C'est pourtant une chose curieuse et même amusante que de voir que la nostalgie a aujourd'hui le même statut que la libido du temps de la reine Victoria. Elle travaille tous et chacune, mais il ne faut en parler que comme d'un redoutable manquement au devoir de modernité. Cependant, c'est cette nostalgie qui me tiendra lieu de modestie. C'est elle qui, au milieu de ce moment d'honneur, me rappellera ce que j'ai raté, celles et ceux que j'ai ratés, dont j'ai eu peur, à qui j'ai fait peur, que je n'ai pas compris, que je n'ai, comme dit la chanson, pas su retenir. Inspiré par un texte qui m'a beaucoup touché de Serge Danet sur le cinéma, je dirais que dans mon enfance d'orphelin avec des parents, situation plus courante que l'on imagine, j'ai découvert le sentiment d'appartenance à l'humanité à travers la chanson. Et je l'ai adoptée pour qu'elle m'adopte en retour, pour qu'elle m'apprenne à trouver à quelle distance de moi commence l'autre et ce que je pourrais essayer avec lui. Aussi, avant que nous ne nous jetions sur le buffet des vanités, c'est par une chanson que j'évoquerai ce que m'a inspiré cette cérémonie dans tous les aspects que je viens de décrire. C'est une chanson de Charles Trenet, la plus curieuse de Charles Trenet, qu'il a lui-même baptisée La folle complainte et qui dit « Donnez-moi 4 planches pour me faire un cercueil. Il est tombé de la branche, le petit écureuil. J'ai pas aimé ma mère, j'ai pas aimé mon sort. J'ai pas aimé la guerre, j'ai pas aimé la mort. Je n'ai jamais su dire pourquoi j'étais distrait. Je n'ai pas su sourire à tel ou tel attrait. J'allais le long des routes sans dire ni oui ni non. Mon âme s'est dissoute, poussière était mon nom. »